Alors je pense que la façon dont on travaille ensemble, elle est vraiment très particulière. Quasiment, il y a une communication qui n'est pas dans la communication. Qui peut passer. Qui ne passera jamais par un échange simple et des paroles comme ça. C'est quelque chose qui passe en dehors des mots. On nous demande souvent ça. C'est une chose qui passe en dehors des mots, qui est beaucoup plus forte. Mais au fond, je pense que ça repose sur une confiance totale. Une confiance totale, je pense, que l'un fait confiance à l'autre totalement. Mais ça passe pas par des échanges tous les 2 jours ou 3 jours, où on parle des projets, tout ça. Non, ça ne se passe jamais comme ça. Jamais. C'est une sorte pour moi de parole qui n'en est pas une. C'est oui, c'est ça, oui. C'est un silence. C'est peut-être parce que l'un sollicite l'autre sur ses propres craintes, sur les choses qu'il n'arrive pas à savoir, qui l'inquiètent. Et il le reporte sur l'autre pour demander son appui ou ses lumières. À notre façon, mais c'est difficile pour quelqu'un de l'extérieur de comprendre. Comprendre. Moi, j'ai connu Yves quand il était à l'école quand il est venu à l'école en 98, donc ça fait presque 20 ans. Voilà. Et c'est en 99 que je lui ai proposé de répondre à un concours avec moi. Voilà. Quand il y en a un qui travaille, l'autre ne fait rien. Enfin, moi, je pense que c'est pas bon de personnes qui travaillent. Je pense que le projet est immoral. Il y a une personne qui surtout ne doit rien faire. Et je pense que des fois, la distance permet de voir et de trouver la solution. Donc, il y a aucune concession. Donc, il n'y a jamais de concession et on peut tout se dire. C'est pas poli, c'est pas. Ça n'est jamais poli, ça n'est jamais. C'est que toujours que pour le projet. Ça peut être. Moi, je peux passer, il me dire, mais ça c'est nul. Je lui dirais pareil, ça c'est nul. Non, mais là tu te trompes complètement. Je lui dis, voilà. Donc c'est extrêmement direct, c'est une totale confiance, et une totale confiance dans le fait aussi qu'on ne va pas blesser l'autre en disant ça. Ce qu'on n'aimerait pas, c'est quand c'est enveloppé, quoi. Il faut que ça soit brut et clair. Oui, c'est très clair, voilà. Très direct. Et du coup, après, il y a des arguments, et c'est la discussion de ces arguments qui font que finalement, on va s'orienter quelque part ou pas. Et moi, je trouve que c'est formidable de travailler comme ça, parce que ça donne une assurance, et en même temps peut-être une assurance extraordinaire, et donc une liberté totale. Il y a toujours une maquette ou quelque chose sur lequel on discute. Des coupes, c'est jamais comme ça, c'est extrêmement précis et quelquefois ça s'envole ailleurs, mais c'est toujours le projet. Au démarrage, il y a toujours une discussion sur la perception du site qui est extrêmement intéressante à mon avis, où les choses se jouent là en fait. On va avoir un site et puis avec le plan, tout ça, les éléments, les photos, ça nous permet, les photos beaucoup, ça nous permet de communiquer sur ce site. Beaucoup, ça. Mais c'est une écriture qui passe par nous, je pense, qui n'est pas totalement expliquée. Parce qu'on retrouve sous d'autres formes des thèmes qui apparaissent dans cette écriture. Alors, après, c'est quelque chose qui tient de la création, de ce qu'on... et qui passe malgré nous, qui passe dans l'architecture. Ce sont des thèmes d'architecture qu'on retrouve sous des formes différentes. Ils sont assez récurrents, ce sont des thèmes qu'on a rencontrés sur des questions de proportion, de spatialité, de parcours, d'approche, ça touche beaucoup l'espace. Voilà, et ça commence. Beaucoup. C'est une démarche qui est totale. Sur le site. À partir du moment où on va voir sur un toujours, site, le projet commence. On ne sait rien en fait, on démarre toujours dans l'analphabétisme, si je peux dire. Oui, on découvre. Et ça commence par des choses toujours très archaïques, très brutales, tout ça. Oui, mais ça commence toujours à zéro. Et ça part du site. Et ça part du site, toujours. Et je pense qu'il y a un axiome très fort qui nous rassemble, c'est-à-dire que la création architecturale, on peut en parler, créer quelque chose, c'est-à-dire que l'architecture n'est pas un objet, n'est pas quelque chose
de tout seul. Et c'est ce qui nous ressemble beaucoup, c'est cette façon dont... C'est pour ça qu'on travaille à partir du site, c'est que l'architecture doit avoir un contact avec le site, qui se développe par des vues. Quelque part, elle doit savoir tirer parti architecturalement, par les beautés qu'elle peut retirer d'un site, par le plus que lui apporte un site, mais elle doit aussi servir à le montrer aussi. Il y a une sorte d'échange sur cette question-là du site. C'est pour ça que cette maquette qu'on pose avec comment on implante, la question de l'implantation d'un édifice dans un site, et des espaces qui sont autour, c'est pour nous quand même, c'est vraiment prépondérant. Oui, c'est pour ça qu'on est de plus en plus précis sur cette question-là, même si après et ensuite on est encore plus précis sur la façon de la matérialiser. Et c'est un peu ces deux extrémités qui sont très développées, mais souvent quand on regarde nos volumétries, enfin les volumétries qui sont nées de ce travail, elles sont souvent très simples. Il n'y a pas de... En fait, c'est vrai qu'on ne va pas rechercher forcément d'effet avec la volumétrie. D'ailleurs, on enseigne comme ça. On est anti-volumétrique, il n'y a pas de c'est beaucoup sur les espaces, en correspondance avec le site. Et en écoutant Yves, il y a quelque chose qu'on peut dire néanmoins, c'est qu'on est un peu jurassique tous les deux. On ne dessine pas sur ordinateur. Moi, j'ai eu dessiné un peu. Et en fait, ça donne une grande distance. Et donc, le projet se fabrique, en fait, par à-coup, comme Je pense qu'il y a la lecture. Je pense que dans ce travail de projet, il y a la lecture du site, et après, il y a la lecture des architectures qui nous ont précédés. C'est vrai j'en aime... rappeler les architectures, ça nous fait lire aussi, ça nous fait toujours relire. Il a une très belle bibliothèque. C'est une sorte de... avec c'est le plaisir de revisiter. Du coup, on va prendre un livre, dire tiens, mais tu vois, c'est comme ça, tu as fait quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, en fait, le projet se fait comme ça, par approximation visuelle, on cède. C'est fait comme un plaisir aussi de l'architecture. Ah oui. Ça nous refait vivre des moments... Où on se dispute, où on... Mais en même temps, ça se fait comme ça. Il y a une recherche du plaisir de l'architecture, il y a quelque chose de très beau. Et dans l'architecture d'Alberti, évidemment, quand on la connaît un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a cet magnifique plaisir de l'espace. Et donc cette façon de faire l'architecture, ça veut dire qu'à la fin, ce à quoi on arrive, qui est une espèce de construction avec la rencontre des maîtres d'ouvrage, etc., bien sûr, mais ça veut dire qu'on sera résolu. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on va laisser et d'autres sur lesquelles on ne va jamais lâcher. Voilà. On apprend à renverser sa maquette, on apprend à critiquer son travail, à l'analyser, à se mettre à distance. On enseigne de façon très proche de la façon dont on produit. J'adore enseigner. Je ne me verrai plus pratiquer sans enseigner et vice-versa. C'est vous dire. Ça veut dire que je ne me verrai pas pratiquer sans enseigner et je ne me verrai pas enseigner sans pratiquer. Je ne pourrais pas. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et en même temps, c'est deux choses indépendantes. D'où il vient cet enseignement, Yves ? Il vient de plusieurs choses. Il vient du parcours qu'on fait soi-même aussi, un peu. Il vient de ça. Il vient aussi de pratiques ailleurs, dans d'autres écoles. Aussi. Et puis, je pense qu'il vient aussi du fait que sur la charge intellectuelle du projet, sur un projet qui est une démarche intellectuelle et non pas une simple manipulation c'est pas des TD simplement, c'est aussi un travail d'écriture, d'imaginaire qui se développe comme ça dans le travail du projet, et aussi sur les espaces d'exploration. C'est ça que je trouve intéressant, et que je ne reconnaissais pas du tout quand je suis arrivé. Il n'y avait absolument aucune exploration, parce qu'il n'y avait pas on était en dehors du sujet, et après c'était ça me plaît ou ça me plaît pas. Je ne pense pas qu'on enseigne l'architecture avec de la démagogie. La preuve d'ailleurs, Yves, quand on travaille sur un projet, il y a une question évidente, pas de vérité, mais au moins de vérité au moment où on le dit, de ce qu'on pense sur la question posée, au moment
sur la question de l'espace, ou sur la question du fonctionnement, ou sur la question de la construction, ou sur la question... C'est ces questions qui sont abordées, voilà, quand on discute d'un projet, mais il faut une honnêteté intellectuelle absolue pour moi. Je pense que tous les grands architectes ont cette honnêteté. Si je vais chercher un piano, un Herzog et de Meudon, ils ne vont pas prendre de gants pour dire les choses, parce qu'ils savent, voilà. Et je pense que cette honnêteté, même si elle est violente, de dire non, mais ça c'est pas bien, ça c'est... Non mais là ça remet complètement en question ce qu'on a dit, mais peut-être c'est mieux. Voilà, quelque part il faut une honnêteté, et ça demande... C'est très intellectuel en fait l'architecture. Yves est très intuitif. Moi, je suis plus intello, ça ne veut pas dire que je ne suis pas intuitive non plus, mais bon. Et je pense que cette question de cet échange, il vient de là. Il vient d'une confiance totale et d'une recherche intellectuelle d'arriver à la bonne réponse, à la réponse la mieux par rapport à ce qu'on pense. Voilà, d'une question posée dans un endroit donné. Et qu'est-ce qu'on donne aux gens au final ? Voilà, voilà, l'archi c'est quoi ? C'est qu'est-ce qu'on donne aux gens au final, finalement. Voilà, qu'est-ce qu'on donne ? Ok, on veut faire une belle archi, et qu'est-ce qu'on donne aux gens ? Qu'est-ce qu'on crée comme lieu ? Est-ce que c'est mieux qu'avant ? On l'espère, ce qui n'est pas toujours le cas quand même. Voilà, qu'est-ce qu'on donne et pourquoi on fait ça ? Voilà. Voilà, donc sur ces éléments-là, avec Yves, on est totalement, on a eu la même formation. On a oublié de le dire. Voilà, c'est pour ça qu'on se comprend. On sait quand on change de champ, de registre, on n'a pas besoin de se parler pour ça. Mais c'est surtout sur ce contact physique avec l'espace par le corps. On explique l'espace par le corps, par une sorte la question de la phénoménologie. Comment on le ressent, comment la perception. Et c'est même avant ça, parce que c'est un contact carrément... je prends souvent l'exemple de l'enfant qui naît, qui bouge comme ça, parce qu'il découvre l'onde, il découvre la spatialité, il commence à bouger, à crier, etc. Et nous, on est dans cette... on en est là, dans cette proto-histoire de l'apprentissage. Mais elle est fondamentale pour ensuite devenir un acte magnifique et technique et humaniste. Seulement... Bon, on n'est pas seulement là-dedans, parce qu'on a déjà, si vous voulez, beaucoup de choses, on ne s'en doute pas, mais vous êtes déjà très formaté quand tout le monde est formaté. On est formaté par notre culture, on est formaté. Donc même quand on parle d'espace, derrière, c'est beaucoup l'architecture occidentale, qu'on le veuille ou non. Hein. Je veux dire, si on est en Afrique et qu'on vit dans un autre milieu, ambiance, culture, on a, je pense, une autre perception de l'espace. Il y a le corps, mais c'est pas seulement le corps, parce que si on faisait travailler avec le corps, on ne ferait pas travailler tout à fait comme ça. Donc je pense que c'est plus complexe. Mais on se sert de cette position qu'on a avec l'espace, de sa façon dont on vit à l'intérieur. C'est ça qui est le début pour moi des études d'architecture. C'est le début d'avoir une sorte de pratique consciente qui passe de l'inconscience à la conscience. Et qui ensuite passe à son écriture avec évidemment tout le raffinement, toute la profondeur qu'on peut avoir pour écrire l'espace, la spatialité et l'architecture. Parce que c'est quand même le refus de l'architecture comme objet spectaculaire, trop visible en disant, vous voyez, c'est un architecte qui a un joli coup de patte, etc. C'est affreux la façon dont on voit l'architecture, dont on la diminue toujours, et on diminue l'acte d'architecture, et c'est revenir à un acte beaucoup plus profond et beaucoup plus, pour moi, intellectuel aussi de l'architecture. C'est vraiment, comme le disait Rossi, c'est mais revue et corrigée un peu, c'est la causa mentale de l'architecture. Ça rejoint beaucoup les architectes de la Renaissance. C'est là où l'architecte s'est séparé du maître d'œuvre, du magister operator, comme on dit souvent, qui apparaît dans les gravures du Moyen-Âge. Et c'est là où la personnalité de l'architecte, comme humaniste, comme scientifique, comme technicien, apparaît. Et en fait, on est resté proche de cette vision de la... C'est bien ambitieux de dire ça. C'est ambitieux, mais on cherche toujours quelque part l'humanisme, quand on peut. Ça atteint des confins assez impressionnants, agrandir une lumière, faire quelque chose de plus intéressant. Mais en même temps, on essaye toujours.
Et même dans la réalisation, pour avoir aussi la beauté dans la mise en œuvre, le respect de la matière. Mais ça va jusqu'au bout, un projet. Jusqu'au bout. C'est toujours le même esprit, c'est pas un ingénieur qui vient supplanter un architecte, l'architecte est encore là. Je pense surtout que pour être architecte, il faut être extrêmement pragmatique en même temps, très concret, c'est-à-dire très simple en fait. Voilà. Et en même temps, on dit souvent avoir les pieds sur terre, dans la terre, c'est-à-dire, voilà la terre, hein, avec tout ce que ça comporte, parce qu'après il faut fonder les bâtiments, etc. Ça veut dire le site, ça veut dire plein de choses, ça veut dire comprendre l'endroit où on est, et en même temps, ça veut dire avoir la tête au ciel, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir imaginer ce qu'il va y avoir, il faut pouvoir avoir l'ambition de le faire, il faut pouvoir avoir l'envie, le désir. Il y a beaucoup de désir dans l'architecture. Tu y vas, Yves ? C'est un projet en fait qui a été, c'est un projet qui est né après. On travaillait déjà depuis un certain temps, Nathalie et moi, et c'est un projet qui est passé par d'autres projets avant, où des choses probablement ont été testées, tant sur le plan spatial, architectural, que sur le plan technique. On a pu mettre au point des écritures avec certains matériaux, avec le travail sur l'acier aussi qu'on a commencé à découvrir, à développer simplement, mais bon, qu'on ne connaissait pas très bien. Et puis une sorte d'écriture spatiale basée sur une sorte d'apesanteur, voilà. Une écriture spatiale décollée du sol. Voilà, on s'est permis des choses. Enfin, entre guillemets. Voilà, c'était une école, un groupe scolaire relativement ordinaire. Ordinaire. Mais la question, c'est que le site était immense. Et donc, vraiment immense. Parce qu'il n'y avait pas encore, quand on a commencé, il n'y avait pas la première partie de la Bastide. C'était pas construit. Comme le projet, il y a eu pas mal de faillites. Mais tout avait été démoli. Donc à la fin, tout avait démoli. Donc on était les premières photos. Il y a une énorme étendue qui va jusqu'à la Garonne. Et donc il fallait faire une école là. Et donc c'était très impressionnant. On ne savait pas ce qui allait se faire autour. Il n'y avait pas encore les plans d'aménagement, même de la Bastide, quasiment pas. Il n'y avait pas la voirie. Donc on s'est beaucoup rattaché à ce qui existait. Voilà, alors que les autres concurrents démolissaient encore plus, et même des choses assez médiocres, on s'y est attaché pour leur redonner du sens dans le projet. Comme ça, je fais ce mouvement avec la main, parce qu'on a travaillé beaucoup les enclos, et surtout l'architecte des bâtiments de la ZAC, qui était Alain Charlet, et nous demandait « faut tenir le site, allez jusque... » Mais on n'avait qu'un petit projet d'école. Et donc, du coup... on s'est un peu emballé, on va dire. On a vraiment... et on s'est régalé, en fait. Et donc, on avait l'impression d'avoir... on s'est démené et on a risqué beaucoup, quand même. J'ai dit à Yves, mais on n'a qu'à présenter l'école, parce qu'au moins, on s'était pas amusé, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais on s'était quoi ? Pas amusé, c'est pas possible de s'amuser parce que c'est trop sérieux l'architecture, mais quand même, on avait risqué, c'était sportif. L'école avait à la fin pour moi une écriture très stable. Je pense qu'on a fait un très beau travail qui est presque inachevé. Voilà, il y a un inachèvement dans ce travail et probablement ça a joué. Il y a une première image qui est sortie, qui était lamentable, c'était en plein hiver, pas fini, la maternelle au ras du sol, donc il n'y a pas de façade, puisqu'effectivement il n'y a pas de façade, parce que d'un côté ça existait, donc il n'y a pas vraiment de façade, et de l'autre c'est des creux, c'est de l'espace en fait, et nous on adore ça, on adore travailler le vide. Et donc on nous appelait, donc très vite, ça a fait polémique. Moi on m'a demandé mais c'est quoi la façade ? Au téléphone. Et puis j'ai dit, il n'y a pas de façade.
Voilà. Donc des questions comme ça, un peu agressives, des journalistes. Et après, au bout de 15 jours, c'est devenu franchement trash. Je vais dire ça comme ça quand on nous... Donc on a commencé à être super déprimés. On s'est dit, mais c'est dingue, l'agressivité. Ça révélait peut-être cette simplicité, cette radicalité, archaïsme aussi, sûrement. Des archaïsmes, oui, archaïque, c'est-à-dire le métal était apparent. Des parties qui sont laissées telles que, de l'ancienne école. Voilà. Donc cet archaïsme, c'est vrai... en plus, c'est en métal pour une école. À provoquer les gens qui travaillent sur leur façade, comme si c'était... Donc ils ont trouvé brusquement un projet primé qui prenait plus en considération l'espace, qui refusait parfois sa propre écriture, sa propre apparition. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'architecture invisible. On a appelé pour ça laisser l'architecture invisible. Apparaître la vieille école. Ce que je trouve magnifique comme expression. Ça aurait dû leur faire poser des questions. L'architecture japonaise est invisible. On travaille plus la perception de ce qu'on regarde. Donc c'était considéré comme une provocation. Et alors que nous, on s'est dit, c'est magnifique, une architecture invisible, et en plus qui a la capacité comme ça. Et je pense aussi qu'il y avait une personnalité très forte dans le jury. Je ne me souviens plus, mais il y avait William Curtis, qui est donc un historien incontournable de l'architecture du XXe siècle. Voilà, un des derniers. Il y a Kenneth Frampton, et puis qui doit avoir presque 100 ans. Puis il y a William Curtis qui doit avoir 65 ans, qui commence à être âgé. Enfin, voilà, qui quand même, et qui est un monument. C'est un monument, oui, à tous les sens du terme. Et je pense qu'il a dû sentir... C'est du monumental, oui. Ça, j'y crois beaucoup, une espèce d'authenticité dans le projet, c'est-à-dire de fraîcheur, c'est-à-dire de quelqu'un un dossier qui se retrouvait là et qui avait une espèce d'énergie, de risque, de trucs qu'on trouve plus beaucoup dans les projets aujourd'hui, voilà. Plus convenus, qui sont ceux des grosses agences où tout est très bien terminé, mais bon, il n'y a pas beaucoup de souffle. Peut-être. Voilà, il manque du souffle et de la fraîcheur. Et je pense que c'est pour ça qu'on a gagné. On était désespérés avec Yves, et à un moment donné, ce qui est drôle, c'est qu'on a William Curtis qui s'était absenté de France et qui revient, et alors, allô, William Curtis à l'appareil, qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ouvre Internet, c'est le bordel, mais qu'est-ce que c'est, on m'attaque. Voilà, on s'est dit, oh là là, donc on était déjà déprimés, on s'est dit, voilà. Lui, et alors il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Désespéré, Qu'est-ce qui se passe? Je viens voir le bâtiment la semaine prochaine. Voilà, donc on se dit, bon d'accord, on se dit, bon d'accord, ça continue le feuilleton. Et puis en fait, on a passé, moi, la journée la plus merveilleuse, en tout cas pour moi, je pense aussi, moi, je pense que j'ai passé de ma vie. Inoubliable, oui. Inoubliable, il est arrivé, donc un espèce de gros rhinocéros qui sort de sa voiture comme ça, il venait du centre de la France. Du Lot. Un gros... puis tourné comme ça, et regardez, on s'est dit, oh là là, il se promenait comme ça, et c'est très bien, c'est un tout petit peu plus grand que je ne pensais, mais c'est exactement ce que je voyais, c'est très très bien, voilà, qu'est-ce qui se passe ici, voilà, donc du coup on a fait ouf, et puis voilà. Et donc moi je trouve que c'est une très jolie histoire finalement. Et il y avait quelque chose vraiment il y avait une grande investigation de notre part, voilà. Spatiale. Sur l'espace, sur la matérialité, les systèmes d'enclos, les systèmes de lumière, ce qu'on raconte aux étudiants en fait. Sur des compositions en diagonale, sur la question de la lumière, on avait beaucoup de travail sur la lumière. Et puis il y avait les frôlements aussi qui étaient très intéressants entre la pierre et puis une architecture très différente. Donc on avait des... Ça, on s'en est beaucoup servi, alors que les bâtiments étaient très médiocres. Mais on s'est dit, pour les enfants, c'est formidable, ils sont dans des cages à lapins à 2,50 m de plafond. Et qu'est-ce que c'est formidable, pourquoi dans une école, ils vont pouvoir vivre des espaces très hauts, des espaces plus petits, des espaces avec de la pierre, des espaces contemporains. On se promène un peu sur les toits. On s'est dit donc que finalement, on voit tout le futur parc botanique. Donc du coup, on s'est dit,
Il y a une grande variété d'espaces. Il y a une grande variété d'espaces. On Et va des dans des espaces espaces anciens avec on avait laissé les poutres en bois. Familles spatiales. Voilà, et donc on s'est dit... Et ça, c'était quand même très bien, parce qu'ils sortent, on est toujours compris dans le domaine 50. C'est certainement culturellement un atout pour les enfants. Je pense que l'écriture aussi de l'école, il y avait cette question d'espace, et il y avait le rapport entre l'espace de l'école et tous les espaces environnants, parce qu'on avait on a une position très intéressante. On est plus haute, un peu plus haut. Et ça permettait d'associer, les cours avaient des associations avec des espaces très, très vastes. Et ça, c'était aussi quelque chose d'intéressant. Ce que dit Nathalie, c'est quand on est sur les coursives, il y a des périodes où on est très serré, on passe contre les murs en pierre, et puis il y a des moments où la vue explose complètement. Et ça, c'est très intéressant aussi, ces spatialités associées. Comme ça, l'école se replie, ce sont un travail sur des espaces à grande échelle, et puis ça se replie comme ça à des espaces très petits. Donc il y avait une grande variété spatiale, effectivement, dans le parcours. Et la maternelle, on va dire, est très accrochée au sol, et l'élémentaire se soulève. On a beaucoup joué sur cette dualité, et c'est un projet de ligne, hein, oui, c'est raïtien, qui est posée au sol, qui est vraiment plaquée au sol, pure. Et l'autre qui est au contraire complètement suspendue. Donc c'était les deux. Et puis entre ces bâtiments anciens qui sont posés au sol et les autres qui sont soulevés ou en métal, comme des containers devant, il y a la lumière qui passe. Donc c'est... Il y a eu un travail sans filet non plus. Il y a eu un travail sans filet. Il y a eu un travail où on s'est lancé dedans, certain... sans regarder, sans compter. Voilà. Pour moi, il y a une énergie que c'est difficile de retrouver. Il y a rarement dans les projets, voilà. Ni dans les projets peut-être, mais qu'on n'a pas soi-même tout le temps non plus. Oui. Il y a une énergie fantastique à ce moment-là. Il y a une sorte d'expression. Il y a quelque chose qui s'est noué à ce moment-là, et ça a permis de faire cette école. La question, c'est peut-être aussi de raccorder des espaces, de correspondre à ces espaces. Donc la question qui était posée était en train...